Tchad, verrou sahélien aux portes du Soudan et carrefour des influences continentales, et le Rwanda, modèle de renaissance post-conflit et locomotive économique de l'Afrique de l'Est, entendent approfondir le rapprochement. Cet objectif passe par des échanges réguliers au sommet. C'est le cas ce mercredi 16 juillet 2025 avec ce message personnel du président Paul Kagame transmis en main propre à son destinataire, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. La remise de cette correspondance a donné lieu à des échanges approfondis entre le chef de l'État tchadien et l'envoyé spécial. Ces discussions ont révélé une remarquable convergence de vues sur nombre de dossiers d'intérêt commun entre les dirigeants Mohamed Idriss Déby Itno et Paul Kagame. De quoi poser les jalons d'un partenariat stratégique destiné à transformer les intentions en actions concrètes au bénéfice des peuples tchadiens et rwandais, dira en substance l'ambassadeur Olivier Jean-Patrick Ndouhiré, ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Le Tchad est un acteur important, c'est un membre important de l'Union africaine et il est important qu'un pays comme le Rwanda collabore beaucoup plus étroitement avec le Tchad aussi pour l'intégration africaine. Nous avons convenu qu'il est important de renforcer nos relations et même de formaliser cette relation. Nous avons parlé aussi de la création d'une commission paritaire mixte pour explorer des domaines de collaboration. On collabore déjà dans le cadre du ministère des Finances, de paiement, des impôts en ligne, l'utilisation des nouvelles technologies dans la collecte des impôts, mais aussi il y a d'autres domaines, le domaine du numérique, le domaine de l'agriculture. Donc nous sommes sur la même longueur d'onde sur la question du renforcement de nos relations bilatérales, aussi sur l'intégration africaine, de travailler ensemble pour que l'Afrique avance de l'avant, qu'on atteigne nos objectifs de faire taire les armes, puisqu'on a toujours des conflits dans plusieurs régions du continent. Et donc, nous allons collaborer ensemble avec le Tchad pour arriver à ces objectifs. La proximité entre les deux dirigeants, la régularité des échanges épistolaires au sommet ainsi que l'harmonisation des points de vue ouvrent des perspectives encourageantes dans des domaines aussi variés que la sécurité, l'économie et le développement social. Au-delà de la simple formalité diplomatique, la remise de ce message du président rwandais, objet de l'audience, s'inscrit dans une démarche plus large de consolidation des relations entre deux nations appelées à jouer un rôle déterminant dans la stabilité et la prospérité continentale. La localité de Kilimti, située à une quarantaine de kilomètres de Mongo, a été durement frappée par une pluie diluvienne d'une violence inédite. Selon les habitants, il s'agit des précipitations les plus intenses enregistrées depuis près de 40 ans dans la province. Cette catastrophe naturelle a causé d'importants dégâts matériels. Des habitations ont été détruites, des vivres emportés et des champs entièrement inondés, compromettant ainsi les moyens de subsistance des familles paysannes et menaçant leur sécurité alimentaire. La visite des terrains effectuée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra a permis de constater l'ampleur des pertes et de recueillir les doléances des sinistrés. Ce déplacement a également servi de cadre pour évaluer les besoins les plus urgents exprimés par la population locale. Face à cette situation critique, les habitants de Kilimti lancent un appel pressant aux autorités compétentes, aux ONG humanitaires ainsi qu'aux bonnes volontés. Il demande en urgence des abris temporaires, des vivres ainsi que des semences agricoles pour relancer les activités compromises par les inondations. De son côté, le délégué général s'est engagé à transmettre les préoccupations aux plus hautes autorités et à mobiliser les services compétents afin d'apporter une réponse rapide, coordonnée et efficace aux besoins des sinistrés. Le drame met en évidence la vulnérabilité des zones rurales face aux aléas climatiques et souligne l'urgence de mettre en place une politique proactive d'anticipation, de gestion et de prévention des catastrophes naturelles adaptées aux réalités locales. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc au Tchad, Abdelatif Eroudja, a été reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul. Lors de cette rencontre, les deux personnalités ont échangé autour de plusieurs questions d'intérêt commun.
L'entretien a notamment permis de faire le point sur l'état de la coopération bilatérale entre le Maroc et le Tchad. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations entre les deux pays ainsi que sur l'exploration de nouvelles perspectives de partenariat, notamment dans les domaines de la diplomatie, du développement et de la coopération. À la fin de la rencontre, les deux parties ont souligné la bonne dynamique des relations entre leurs États et ont exprimé leur détermination à renforcer un dialogue continu fondé sur la confiance et orienté vers des actions concrètes au service des intérêts communs des deux peuples. Cette opération de contrôle a permis de mettre au jour une fraude manifeste. 17 véhicules de service avaient été indûment réformés et détournés par des agents de l'État ayant quitté leurs fonctions. Ces véhicules ont été identifiés, localisés, récupérés puis réimmatriculés par l'AILC avant d'être officiellement restitués aux institutions concernées. Nous avons 17 véhicules à restituer ce matin à ces différentes institutions qui sont le ministère de l'Action sociale, l'enseignement supérieur, la mairie centrale et la SNE. Pour ce qui concerne le ministère de l'Action sociale, la mission a pu récupérer 5 véhicules, dont un bus qui a été illégalement emporté, mais ce bus a été retrouvé à l'ENASTIC. Pour ce qui est de la mairie, nous avons 6 véhicules au total qui ont été récupérés. 4 se retrouvent actuellement dans nos locaux. 2 sont déjà dans les locaux de la mairie centrale. Pour la SNE, nous avons 2 véhicules à restituer ce matin. Pour l'enseignement supérieur, nous avons 4 véhicules que nous avons saisis et dont la restitution va se faire tout à l'heure. Lors de la cérémonie de remise des clés, Fatimé Abdelkerim Soumaïla, contrôleur général adjointe de l'AILC, a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ces véhicules rappelant qu'ils sont destinés à servir l'intérêt général et non des intérêts personnels. Cette action s'inscrit dans une série d'initiatives engagées par l'AILC pour restaurer la confiance des citoyens dans les institutions étatiques et lutter efficacement contre la corruption sous toutes ses formes. À son arrivée, la ministre de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires, Zahra Mohamed Issa, a été accueillie à l'aéroport international d'Amdjaras par le délégué général du gouvernement auprès de la province de l'Enedi-Est, Mohamed Togo Chouimi, ainsi que par plusieurs autorités administratives, civiles et militaires. Cette mobilisation témoigne de l'importance accordée à cette visite, perçue comme un signe de l'attention du gouvernement face aux défis humanitaires qui traversent la province. La ministre a aussitôt entamé une rencontre avec les autorités administratives locales, les acteurs humanitaires ainsi que les partenaires techniques présents dans la province. Ces échanges ont permis de dresser un état des lieux précis de la situation sur le terrain, notamment en ce qui concerne les besoins des populations déplacées, l'accès à l'eau potable, la sécurité alimentaire et les services de base tels que la santé et l'éducation. Zahra Mohamed Issa a exprimé la volonté ferme du gouvernement de mettre en place des solutions durables afin d'améliorer les conditions de vie des populations affectées. Elle a mis l'accent sur la coordination entre les différents acteurs humanitaires et les autorités locales, soulignant que la réponse de la crise humanitaire ne peut être efficace que si elle est inclusive. Elle entend non seulement évaluer personnellement les réalités du terrain, mais également renforcer l'engagement de l'État dans l'accompagnement des personnes vulnérables, tout en posant les bases d'un plan d'action concrète pour les semaines à venir. Cette mission s'inscrit dans une démarche plus large du gouvernement visant à assurer une réponse rapide, efficace et pérenne aux crises humanitaires sur l'ensemble du territoire national. Dans un contexte marqué par une crise humanitaire persistante qui affecte une grande partie de la province de l'Enedi-Est, la ministre de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires, Zahra Mohamed Issa, a effectué ce jour une visite de terrain dans la localité de Kariari. Cette mission s'inscrit dans une dynamique de proximité et de solidarité avec les populations déplacées et réfugiées qui, confrontées à des conditions de vie difficiles, appellent une attention et une action renforcée de l'État.
Au cours de sa visite, la ministre s'est entretenue avec le représentant des réfugiés, anciens comme nouveaux, pour mieux cerner les réalités quotidiennes. Les échanges ont permis de faire ressortir plusieurs préoccupations majeures: accès limité à l'eau potable, insuffisance des soins de santé, manque d'infrastructures éducatives pour les enfants et absence de moyens de subsistance durables. À l'écoute des doléances formulées, Zahra Mahamat Issa a salué la résilience des populations face à l'adversité. Elle a également tenu des rencontres de travail avec les autorités locales, les gestionnaires des camps ainsi que les partenaires humanitaires opérant dans la zone. Ces concertations ont porté sur la coordination des interventions et de l'identification des solutions concrètes et durables pour améliorer la prise en charge des réfugiés. À l'issue de sa mission, la ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir les populations vulnérables. Elle a mis l'accent sur une approche intégrée et inclusive pour faire face aux défis humanitaires dans la durée. Ce mardi, les habitants du quartier Goudi ont reçu la visite de leurs élus locaux dans le cadre de ce projet de sensibilisation à la sécurité et à la prévention de l'insécurité. La délégation est conduite par l'administratrice déléguée générale auprès de la commune du 2e arrondissement, accompagnée du maire, de son adjointe, des responsables des forces de l'ordre et de sécurité, ainsi que de l'inspectrice de l'éducation. Cette visite de terrain s'inscrit dans une dynamique de proximité et de dialogue avec les populations, visant à renforcer la sensibilisation autour des questions de sécurité publique essentielles au bien-être collectif. L'administratrice déléguée générale a souligné que sans sécurité, il ne peut y avoir ni paix durable, ni développement, insistant sur l'intérêt pour chaque citoyen de contribuer à la prévention d'un environnement sécurisé et stable. Elle a également mis en lumière les multiples avantages qu'offre la sécurité, notamment en matière de cohésion sociale, d'éducation, d'investissement local et d'amélioration des conditions de vie. Cette approche d'aspect sécuritaire vise aussi à promouvoir la paix. Ses attributs sont la préservation de la protection des infrastructures publiques, permet aux autorités locales d'exercer leurs fonctions sans intimidation ou menace, attirer les investisseurs dans le secteur, protection des populations vulnérables, la coopération entre citoyens et forces de l'ordre à travers la vigilance communautaire, participation citoyenne, etc. La sécurité n'est pas un luxe, mais une condition essentielle pour le développement d'une commune. Le maire du 2e arrondissement, Kerim Hadji, de son côté, s'est penché sur la valeur d'unir les forces pour faire face à l'inondation qui pointe à l'horizon. Il invite les populations de Goudi à faire preuve de civisme, de solidarité et à demeurer vigilants dans la gestion des étrangers. Il faudrait les enregistrer auprès des chefs de carré pour un suivi, a-t-il conseillé. L'inspectrice a pour sa part plaidé le sort des enfants, de leur scolarisation et de leur encadrement pendant ce moment de vacances. Un message salué par la population qui s'est félicitée de cette démarche tout en énumérant quelques doléances. L'objectif de cette rencontre est d'offrir une immersion dans le monde professionnel, renforcer les compétences en leadership et encourager le parrainage des projets innovants portés par des jeunes filles. Au-delà de l'aspect technique, cette session vise à inspirer les participantes à se projeter comme des leaders et actrices du changement dans leur communauté. Un programme ambitieux, fruit de 3 mois de préparation selon Dr Fatma Mohamed Djidi, coordinatrice de la plateforme féminine pour la paix et le développement. Elle a relevé la portée de cet événement international qui réunit des participantes venues d'Afrique du Sud, du Kenya, des États-Unis et du Tchad. Parmi les intervenants, Youssouf Hassan Taha, directeur du Centre pédagogique régional ISISCO du Tchad, a salué cette initiative. Pour lui, ces programmes représentent une opportunité pour les jeunes filles tchadiennes de s'ouvrir au monde, de croire en leur potentiel et de bâtir leur avenir avec ambition. Il a également affirmé que son centre restera disponible pour accueillir ce type de programmes transformateurs. À travers cette conférence, les organisateurs entendent insuffler un nouvel élan à l'autonomisation féminine au Tchad en plaçant les jeunes filles au cœur du changement. Dans un souci de transparence et d'objectivité, la Fédération tchadienne de football association dit avoir conclu un partenariat avec le cabinet de conseil en gestion, SAR Management, qui mènera le processus d'évaluation de bout en bout. Nous ne ferons aucune ingérence dans le traitement de ces dossiers. Nous nous attendons à un rapport d'évaluation impartial, a déclaré Tahir Ole Hassan, président de la Fédération tchadienne de football association.
Sur les 70 candidatures reçues, la FTFA a précisé que la majorité provient de l'étranger. Tous les dossiers ont été transférés au cabinet d'évaluation pour une analyse rigoureuse. Le directeur associé de SAR Management, Djibril Nassan Lawan, a expliqué que l'évaluation sera effectuée à l'aide d'une maîtrise de notation détaillée basée sur les critères déjà fournis par la FTFA. La somme des points attribués par critères nous permettra de faire un classement. Chaque score sera trié par ordre de mérite, a-t-il précisé. Le cabinet a également assuré disposer de l'expertise nécessaire acquise à travailler des projets similaires pour garantir un processus fiable, objectif et rigoureux. Le rapport détaillé d'évaluation devrait être remis à la FTFA dans un peu plus d'une semaine si le calendrier est respecté. La fédération a réitéré son appel à la sérénité et à la transparence dans le traitement des candidatures, affirmant que le choix du meilleur profil est essentiel pour conduire l'équipe nationale vers de nouveaux succès sportifs.